D'autre part, la pénitencier de Carandiru, construite en 1920, est devenue la plus grande prison de l'État brésilien de São Paulo. À son apogée, de 1956 à 2002, Carandiru abritait plus de 8000 détenus. Mais à la fin des années 1980, elle est devenue un centre de détention où étaient retenus des criminels violents et extrêmement dangereux en attente de leurs différentes dates de procès. Comme il ne s'agissait pas d'une prison complète où les condamnés étaient logés pendant des décennies, Carandiru ne recevait souvent qu'une fraction des fonds accordés aux pénitenciers fédéraux. Pour aggraver les choses, elle avait été conçue pour répondre aux normes du code pénal brésilien de l'année 1890, entraînant des niveaux choquants de misère et de saleté. En 1989, un médecin brésilien de renom, le docteur Varela, visita la prison après avoir appris ces conditions terribles. Ce qu'il trouva était profondément alarmant, y compris les 16 gardiens de prison responsables de plus de 2000 détenus. Conscients de l'impossibilité de leur tâche, les gardiens n'essayaient pas d'imposer la discipline. Au lieu de cela, l'ordre était maintenu par diverses bandes de prison qui employaient des formes strictes de ségrégation et de diplomatie tout en obtenant d'énormes profits en vendant de la drogue aux détenus. L'utilisation de drogues injectables était courante et, bien que techniquement interdite par le conseil criminel, les incidents de viol étaient perturbants. Ces deux facteurs créèrent des conditions parfaites pour la propagation de maladies transmises par le sang, entraînant une épidémie localisée de sida à Carandiru. Le docteur Varela était si horrifié par CE qu'il voyait qu'il offrit ses services gratuitement pour soulager la souffrance des malades et des mourants. Lors de chaque visite, le docteur Varela suppliait les fonctionnaires de la prison d'interdire correctement l'utilisation de seringues à l'intérieur de la prison, car c'était le principal moyen par lequel le sida se propageait parmi les détenus. Et chaque fois qu'il revenait, il découvrait que l'utilisation de drogues injectables continuait sans relâche. Le directeur n'admettrait jamais cela, mais toute nouvelle politique devait être approuvée par le leadership des gangs, et étant donné qu'ils gagnaient tellement d'argent avec la vente d'héroïne et de méthamphétamine, il n'y avait aucune chance qu'ils approuvent une interdiction des seringues. Cependant, il est également possible que le directeur soit parfaitement content de continuer à administrer la prison de la même manière. Après tout, pourquoi voudrait-il bouleverser le statu quo ? Il continuait de toucher son salaire tandis que Carandiru continuait de fonctionner dans une paix relative. Mais cette paix était extrêmement fragile, et en fin de compte, il a suffi d'un match de football pas si amical pour la briser. Juste après 1h30 de l'après-midi, le vendredi 2 octobre 1992, un groupe de détenus s'est réuni pour un match de football 5 contre 5. Chaque équipe était composée de joueurs de gangs rivaux, et, bien que cela puisse sembler être une recette pour le désastre, le spectacle hebdomadaire de compétition amicale aidait à maintenir la paix et l'avait fait pendant de nombreuses années. Il semble que l'amour brésilien pour le football transcendait toute petite rivalité criminelle, et bien que cela opposait les gangs en compétition directe, l'amour mutuel pour le sport assurait des rencontres animées mais non violentes. Cependant, lors de ce match en particulier, une entrée trop agressive a conduit à une confrontation physique qui s'est étendue à la foule qui regardait et a enflammé une poudrière. La paix qui avait duré presque une décennie s'est effondrée en quelques secondes et avec les gardiens de la prison en infériorité numérique face aux détenus, ils ont fui, ce qui est rapidement devenu une guerre de gangs à grande échelle. À mesure que la violence se déroulait, les détenus utilisaient une variété d'armes improvisées pour infliger des blessures horribles à leurs rivaux. Ceux pris dans le no man's land, formé entre les blocs de cellules, étaient aussi bons que morts, tandis que des groupes de chasse de gangsters assoiffés de sang défendaient agressivement leurs territoires respectifs. À 2h15 de l'après-midi, le directeur de la prison avait contacté le secrétaire à la sécurité publique de São Paulo, qui à son tour ordonna à un bataillon complet de la police militaire de l'État de reprendre Carandiru et de rétablir l'ordre. Un total de 341 soldats lourdement armés descendirent sur la prison, se formèrent autour de son périmètre et se préparèrent à l'assaut. Pendant ce temps, le directeur de la prison fit plusieurs supplications en utilisant un grand système de mégaphone, suppliant les prisonniers de retourner dans leurs cellules, leur assurant que s'ils le faisaient à temps, aucune charge supplémentaire ne serait portée contre aucun détenu en émeute. Ces supplications furent ignorées. La première tentative de reprendre la prison eut lieu en fin d'après-midi, lorsqu'un groupe de policiers anti-émeute tenta d'entrer dans l'un des blocs de cellules. Les officiers équipés de lourds boucliers anti-émeute prirent la tête lors de l'incursion, soupçonnant fortement que les prisonniers étaient armés d'une manière ou d'une autre, et ils avaient raison. Heureusement,
Seule une petite munition frappa les boucliers anti-émeute des officiers cet après-midi-là, où le résultat aurait pu être très différent. Cependant, les détenus utilisèrent également un type d'arme beaucoup moins conventionnel, une qui terrifia même les policiers anti-émeute les plus lourdement armés. Lors de la première incursion, lorsque les policiers anti-émeute décidèrent de battre en retraite tactiquement, les détenus des niveaux supérieurs de la prison commencèrent à vider des seaux de liquide chaud sur eux. Certains des liquides à l'odeur la plus désagréable étaient évidemment des excréments humains, tandis que d'autres avaient une texture beaucoup plus sombre et sirupeuse, apparaissant comme un rouge profond sur les masques à gaz des policiers anti-émeute qui éclaboussaient. Alors que les officiers se retiraient du bloc de cellules, ils entendirent apparemment des cris de « Maintenant, vous êtes infectés ». Il fut plus tard révélé que les détenus avaient collecté du sang, de l'urine et des excréments de prisonniers infectés par le VIH, tout cela dans l'intention d'utiliser les fluides comme arme contre les policiers envahisseurs. Il faut noter qu'il n'est pas possible de transmettre le VIH par l'urine d'une personne, ni par ses excréments, mais le sang versé sur les policiers anti-émeute en retraite représentait certainement un danger significatif pour eux. Et lorsqu'il fut connu qu'ils étaient couverts de sang infecté, une équipe de matériaux dangereux fut envoyée sur les lieux pour désinfecter tant les officiers que l'équipement. La nouvelle de la stratégie de guerre biologique improvisée envoya des ondes de choc à travers les rangs des policiers militaires présents. Le sida était dans la conscience publique depuis plus d'une décennie à ce moment-là, mais les tabous sociaux et les idées fausses sur le virus restaient extrêmement répandus. Avec tout leur équipement lourd anti-émeute et leurs masques à gaz, les policiers militaires brésiliens ne couraient pas de danger réel de contracter le virus. Mais comme l'éducation publique sur la maladie était presque inexistante à ce moment-là, la peur qui se répandait parmi leurs rangs était palpable. Pour eux, l'utilisation de sang infecté par le sida était aussi mortelle que leurs propres armes à feu de gros calibre, et son déploiement contre eux n'était rien de moins qu'une déclaration de guerre. Une attitude de tuer ou être tué se répandit parmi les rangs des officiers réunis, et si les prisonniers voulaient se battre, Dieu sait qu'on leur en donnerait une. Après l'extraction médicale de la première équipe d'assaut, les officiers restants se divisèrent en 3 groupes. Le premier bataillon de choc de la police militaire de Sao Paulo reçut l'ordre de prendre les 2 premiers étages du bloc de cellule 9, qui était devenu le point focal de la résistance des détenus. L'assaut servirait non seulement de point principal d'attaque de l'opération, mais aussi de distraction pour les prisonniers des 3e et 4e étages. Avant l'assaut principal, des officiers du commandement antiterroriste et des spécialistes du sauvetage d'otages se formeraient sur le toit du bloc de cellules, puis descendraient en rappel au 3e et 4e étage pour surprendre les détenus en émeute par l'arrière. Une fois l'opération commencée, ce fut une opération de balayage et de nettoyage de manuels, et essentiellement les détenus n'avaient aucune chance, mais cela ne les empêcha pas de présenter une résistance ferme. Au début de l'assaut, un prisonnier jeta une lourde machine à écrire sur les officiers composant la section principale de l'assaut depuis le niveau supérieur du bloc de cellules. Elle manqua de peu de frapper un policier avec un bouclier anti-émeute qui aurait presque certainement été tué si elle l'avait atteint à la tête. Un groupe de prisonniers se jeta ensuite sur les officiers armés de seringues remplis de sang infecté par le VIH. Chaque prisonnier fut abattu entre 30 et 50 fois, tandis que les policiers anti-émeute terrorisés cherchaient à s'assurer qu'ils ne se relèveraient pas. À mesure que les officiers progressaient, ils commencèrent à voir le carnage qui s'était développé depuis l'éclatement du chaos. Un officier affirma plus tard avoir personnellement vu comment une cellule avait été transformée en une chambre d'exécution improvisée. Les têtes coupées de dizaines de prisonniers indésirables, y compris des informateurs et des violeurs d'enfants, étaient empilées en un tas d'au moins 1 mètre de haut. Un autre officier, le colonel Walter Alves Menona, déclara plus tard que la résistance offerte par les détenus en émeute était, et je cite, « démoniaque ». Il ajouta également que ce qui s'était passé ce jour-là avait fait que son unité se sentait plus comme un sacerdoce qu'une force de police. Pendant environ 20 minutes, le bloc de cellule 9 devint une cacophonie de cris et de tirs, et lorsque la prison fut fermement sous contrôle de l'État à nouveau, un total de 111 prisonniers gisaient morts. À mesure que la nouvelle de la confrontation se répandait, le mot « massacre » se diffusait de bouche en bouche et dans les titres des journaux du monde entier. L'énorme nombre de morts stupéfia le public brésilien, et les familles des défunts réagirent avec un mélange intense de douleur et de fureur. Pour elles, c'était comme si leurs proches avaient été exécutés sans avoir vu un jour au tribunal.
Le Centre pour la justice et le droit international condamna la police militaire de Sao Paulo, les accusant d'avoir perpétré un massacre plutôt qu'une tentative mesurée de faire respecter la loi. La direction de la police militaire de Sao Paulo protesta contre l'annonce, mais les témoignages des témoins ne peignaient pas les actions de leurs hommes sous un jour favorable. Non seulement plusieurs officiers admirent avoir tiré sur des prisonniers non armés pendant la panique aveugle qui s'ensuivit, mais certains alléguèrent que les prisonniers se rendant avaient été soumis à des exécutions sommaires. Plusieurs furent trouvés avec les mains derrière le dos, avec des blessures d'entrée à l'arrière de leur crâne et des blessures de sortie qui avaient détruit la moitié inférieure de leur visage. Cela constituait une preuve que certains avaient été abattus par derrière alors qu'ils étaient à genoux, et lorsqu'ils furent confrontés à cela, les dirigeants de la police militaire n'avaient pas d'explication satisfaisante. Au cours des années qui suivirent, à chaque anniversaire de CE qui devint connu sous le nom de massacre de Carandiru, des milliers de Brésiliens descendaient dans les rues pour exprimer leur colère et exiger des réponses. Finalement, en 2001, il semblait que leurs efforts étaient récompensés lorsque nul autre que le colonel Ubiratan Guimarães fut jugé et tenu entièrement responsable de la mauvaise gestion de l'émeute de Carandiru. De manière surprenante, un juge civil déclara le colonel Guimarães coupable de toutes les accusations et le condamna à un incroyable 632 ans de prison. Cependant, il y eut un retournement de situation. Le juge statua que le colonel Guimarães pouvait purger sa peine en liberté, ce qui signifiait qu'il ne passerait pas un jour en prison. Mais il fut officiellement et nationalement déshonoré, avec la culpabilité entièrement sur ses épaules. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'année suivante, le colonel Guimarães, soi-disant déshonoré, fut élu député d'État de Sao Paulo avec plus de 50 000 voix et se présenta sous le numéro de campagne 14 111. Cela ne fut jamais mentionné à voix haute par Guimarães ni par ses partisans, mais beaucoup des critiques du colonel affirmèrent que la partie 111 de son numéro de campagne était une référence directe au nombre de morts de prisonniers lors du massacre de Carandiru. 4 ans après l'élection du colonel Guimarães, et peut-être à cause du capital politique qu'il avait gagné pendant son mandat, un tribunal brésilien annula ses condamnations pour meurtre, arguant qu'il y avait eu vice de procédure. Il célébra ouvertement la décision, mais il semble que le colonel marqua l'occasion trop tôt. Quelques mois plus tard, il fut retrouvé assassiné dans son appartement de Sao Paulo, ayant été abattu plusieurs fois dans l'abdomen. Celui qui tua le colonel Guimarães voulait clairement qu'il souffre avant de mourir, ce qui signifie que son motif était probablement la vengeance pour le massacre de Carandiru. Ironiquement, le massacre ne brisa pas les structures des gangs à l'intérieur de Carandiru, il les renforça et finit par les unir. L'un des plus grands gangs de rue contemporains du Brésil, le Primeiro Comando da Capital, ou PCC en abrégé, se forma en conséquence directe de l'indignation après le massacre, lorsque plusieurs gangs de rue rivaux décidèrent de s'unir et de mener une guerre contre l'État qui préférait clairement les voir au sol plutôt que dans les rues. Bien que cela n'ait jamais été officiellement prouvé, on pense que le PCC est responsable de la mort de José Ismael Pedrosa, directeur de Carandiru au moment du massacre. Il n'existe aucune preuve tangible pour étayer cette théorie, mais elle est néanmoins entrée dans le folklore criminel brésilien comme quelque chose qu'ils auraient voulu voir se produire, plutôt que quelque chose qu'ils savent être arrivé. En décembre 2002, après des années de pression interne et externe, le gouvernement brésilien annonça que la prison de Carandiru était programmée pour être démolie. L'endroit a été réaménagé depuis en un parc. Puis, en avril 2013, 23 officiers de la police militaire, anciens et en service, furent condamnés pour 13 chefs d'accusation de meurtre liés à leurs actions le jour du massacre. Chacun fut condamné à 156 ans de prison, mais comme leur défunt officier commandant, une série de décisions de la Cour suprême aboutit à ce que tous les officiers échappent à leur peine de prison. Mais la question pose une sérieuse réflexion. Lorsque certains des hommes les plus violents de la Terre utilisent la guerre biologique improvisée pour renverser l'autorité de l'État, est-il réaliste d'attendre quelque chose de moins qu'une confrontation horriblement violente une fois que nous décidons que la rébellion doit être réprimée ? Cela ne vise pas à justifier le meurtre extrajudiciaire de criminels, mais qui, dans son bon sens, se porterait volontaire pour réprimer une émeute de prison lorsqu'on pourrait être incarcéré parmi les mêmes meurtriers qu'on était payé pour arrêter ?
Juste le long de la route nationale 14 se trouve le pénitencier du Nouveau-Mexique. À distance, ces structures de couleur sable donnent l'impression que la prison est sculptée dans les mêmes sables qui l'entourent. Mais en s'approchant, on se rend compte que sa création n'a rien de naturel. Le site original a été établi dans la vieille ville de Santa Fe à la fin du XIXe siècle et, étant donné que le volume des crimes régionaux dépassait largement la capacité de l'État à incarcérer les délinquants, le pénitencier a rapidement souffert de graves problèmes de surpeuplement. En 1903, les conditions se sont aggravées lorsque la direction de la prison a décidé que, parallèlement à la fabrication de briques, la construction de routes serait la deuxième industrie de la prison. Mais avec la chaleur intense du Nouveau-Mexique, passer toute la journée à marteler des rochers, verser du goudron ou travailler dans un four à briques rendait le travail difficile, dangereux. Au cours des décennies suivantes, les conditions de vie ont continué à se détériorer jusqu'à ce que finalement, pendant l'été 1922, le premier CA de désobéissance massive ait lieu. Beaucoup hésitent à appeler cela une émeute à grande échelle, car il s'agissait plutôt de détenus refusant de retourner dans leurs cellules après leur période de récréation quotidienne. Ils se sont engagés à poursuivre leurs protestations jusqu'à ce que les problèmes de mauvaise alimentation, de surpeuplement et de brutalité des gardiens soient abordés. Au lieu de tendre une sorte de branche d'olivier ou d'assurer aux prisonniers que leurs préoccupations seraient prises en compte, la direction a donné l'ordre aux gardes armés de la prison d'ouvrir le feu. Un détenu a été tué et 5 autres ont été blessés lorsque les agents de correction armés de fusils ont tiré depuis leur tour de sniper. Les responsables de la prison ont été vivement critiqués pour une approche aussi impitoyable et sanguinaire pour imposer la discipline. Et au cours des décennies suivantes, des efforts ont été faits pour alléger les mauvaises conditions citées par les prisonniers rebelles. Cependant, le seul problème que le pénitencier du Nouveau-Mexique n'a jamais pu résoudre était le surpeuplement chronique. À partir de 2016, le ratio moyen de gardiens par rapport aux détenus dans les prisons fédérales des États-Unis était de 4 pour 1, ce qui signifiait qu'il y avait 4 prisonniers pour chaque agent de correction. Mais dans le pénitencier du Nouveau-Mexique, au début des années 1950, ce ratio était plutôt de 10 pour 1, et un agent de correction qui se sentait largement en infériorité numérique était beaucoup plus susceptible d'utiliser une force excessive qu'un autre qui se sentait en sécurité. En conséquence, l'utilisation de la violence comme moyen d'imposer la discipline a explosé, et cette tendance a abouti au deuxième incident majeur du pénitencier en juin 1953, lorsque les détenus ont capturé le sous-directeur Ralph Tash ainsi que 12 agents de correction et les ont déclarés otages. La tentative de les libérer a vu la police anti-émeute armée de gaz lacrymogène et de fusils de chasse assaillir imprudemment la prison. Le combat qui a suivi a entraîné la mort de 2 détenus, tandis que des dizaines d'autres ont subi des blessures qui ont changé leur vie. L'émeute a été la goutte d'eau pour les autorités de l'État qui ont ordonné la construction d'un nouveau pénitencier suffisamment grand pour héberger adéquatement les pires délinquants de l'État. Le bâtiment original a été démoli peu de temps après, et à part la rue appelée Penn Road, il ne reste aucune trace du pénitencier original. Le nouveau pénitencier de Pointe sur la route nationale 14 a été un remède extrêmement efficace au problème du surpeuplement carcéral. Au cours des années 1960, la prison est restée bien en dessous de sa capacité, à tel point que certains des grands dortoirs de 50 personnes ont été convertis en salles de classe. Le directeur de l'époque, J. Baker, a cité le programme de la guerre contre la pauvreté du président Lyndon B. Johnson comme une source extrêmement positive de réforme pénitentiaire. Baker a baptisé son propre programme personnel Projet Newgate et a institué de vastes programmes de soutien mettant l'accent sur la formation professionnelle et un sentiment de service communautaire. Cependant, lorsque Lyndon Johnson a cédé le pouvoir à Richard Nixon et que la guerre contre la pauvreté s'est transformée en guerre contre la drogue, le problème du surpeuplement carcéral au Nouveau-Mexique est revenu avec vengeance. Tout au long des années 1970, à mesure que le nombre de crimes liés aux stupéfiants augmentait considérablement, la population carcérale du pénitencier du Nouveau-Mexique a explosé. Les 50 lits individuels de chacun des dortoirs ont été remplacés par des lits superposés, doublant la capacité de chaque dortoir. Mais même ainsi, pendant les périodes de forte activité, les dortoirs étaient tellement surpeuplés que certains détenus étaient obligés de dormir sur le sol en béton. À la fin, le directeur a dû reconvertir les salles de classe en dortoirs et, à mesure que de plus en plus de condamnés attendèrent d'être traités, le budget du pénitencier a été étiré jusqu'au point de rupture.
Cela a entraîné l'annulation de tous les programmes éducatifs, récréatifs et de réhabilitation de la prison, tandis que le personnel de la cuisine a dû utiliser des ingrédients de moindre qualité pour rester dans le budget. La pression budgétaire croissante a également eu un effet dévastateur sur les conditions sanitaires de la prison. Pendant cette période, le directeur d'un pénitencier de l'État du Texas a rendu visite à ses homologues du Nouveau-Mexique, mais à son arrivée, il a été horrifié par ce qu'il a vu. Il a noté que les cafards et les rats étaient omniprésents dans chaque aile de la prison et que de nombreux détenus souffraient clairement de maladies liées à la mauvaise hygiène. De plus, l'incapacité des responsables de la prison à séparer adéquatement les délinquants violents des non-violents signifiait que ceux condamnés pour des délits relativement mineurs étaient la proie des moins scrupuleux. Le directeur de la prison en visite a déclaré plus tard que les conditions au pénitencier étaient les pires qu'il avait jamais vues et que si elles ne s'améliorèrent pas, ces gars-là allèrent bientôt avoir une émeute sur les bras. Il est possible que le rapport du directeur ait conduit à un changement de leadership de la prison en 1975, mais il semble que l'administration de la prison ait simplement remplacé un directeur qui ne tolérerait pas de telles conditions terribles par un autre qui le ferait. L'année suivante, les détenus ont organisé une grève du travail en réponse à l'attitude de laisser-faire du nouveau directeur à l'égard des conditions de la prison. Au lieu de négocier avec les prisonniers, le nouveau directeur a ordonné que la grève soit brisée par tous les moyens nécessaires et a nommé son adjoint, un homme nommé Robert Montoya, pour superviser l'opération. Ce fut une manœuvre astucieuse de la part du directeur qui s'est essentiellement dédouané de toute culpabilité au cas où l'opération tournerait mal. Montoya, quant à lui, savait exactement sous quelle pression il était et a résolu d'imposer une discipline brutale et durable, quel qu'en soit le coût. Montoya et ses hommes ont réussi à isoler les grévistes dans une petite section sans fenêtre de la prison et ont simplement injecté du gaz lacrymogène jusqu'à ce que les grévistes sortent en titubant, toussant et vomissant avec des larmes induites chimiquement coulant sur leur visage. Plusieurs témoins oculaires ont affirmé plus tard que les prisonniers avaient été déshabillés, battus, puis ramenés à leurs cellules, tandis que les coups continuaient. Comme de nombreux policiers anti-émeutes utilisaient les manches contondantes des haches d'incendie pour frapper leurs victimes, l'incident est devenu connu sous le nom de la nuit des manches de hache et a provoqué la rédaction d'une plainte pour droit civil de 99 pages qui a été envoyée au tribunal de district du Nouveau-Mexique. Une partie de la plainte concernait ce qu'on appelait le système des mouchards. Après la rupture de la grève, le nouveau directeur a mis en place une politique de diviser pour régner et a grandement encouragé les détenus à se dénoncer les uns les autres en échange d'une vie de luxe relatif. Naturellement, l'offre n'a pas eu beaucoup de preneurs, car les punitions pour les mouchards en prison ont été invariablement sévères depuis que les prisons existent. Mais l'intention derrière la politique n'était pas d'obtenir des informations utiles. Au contraire, c'était de semer des graines de paranoïa parmi la population carcérale pour qu'au lieu de se retourner contre leurs geôliers, ils se retournent les uns contre les autres. Lorsque les juges du tribunal de district ont lu le rapport, ils ont été horrifiés par ce qu'ils ont lu et, après avoir mené une enquête sur la grève, ont ordonné à l'administration du pénitencier de mettre en œuvre des réformes radicales mais positives. Mais au lieu de le faire, les responsables de la prison ont joué à la politique avec la législature de l'État qui, à son tour, a refusé d'allouer les fonds nécessaires pour rendre ces réformes possibles. Encore et encore, le tribunal de district a examiné la question et a envoyé des avertissements de plus en plus désespérés à ses divers subordonnés, tandis que la violence entre les détenus atteignait un niveau de crise. Le dernier de ces avertissements est arrivé en novembre 1979, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Juste après minuit, le 2 février 1980, une poignée de détenus dans le dortoir, E2, a commencé à s'enivrer avec une cachette de vin de prison qu'ils avaient fabriquée sous un lit superposé. Mais ce n'était pas une réunion décontractée. Les hommes buvaient la substance sucrée et sirupeuse comme si c'était de la médecine. Ce n'était pas de la récréation, c'était de la préparation. Alors qu'ils se relayaient pour s'imprégner de courage, les détenus tramaient un plan d'attaque. Parfois, lorsque les gardiens faisaient leur décompte régulier à 1h du matin, dans le dortoir E2, ils étaient si détendus et sûrs d'eux qu'ils négligeaient de verrouiller la porte. Une équipe de 3 agents de correction effectuait chaque décompte de la prison, 2 d'entre eux entrant dans le dortoir, tandis qu'un 3e restait à l'extérieur avec les clés jusqu'à ce que le décompte soit terminé et que les 2 autres agents soient prêts à sortir.
En raison du problème de surpeuplement, les 2 agents qui comptaient étaient obligés de marcher de chaque côté d'un couloir central, composé de lits individuels, s'étendant sur toute la longueur du dortoir. Pendant qu'un agent regardait à droite, l'autre regardait à gauche, et pendant les derniers moments du processus, le 3e agent de correction entrait brièvement dans le dortoir. C'était un mouvement extrêmement risqué, donnant aux détenus une occasion brève mais convoitée de s'échapper. Mais en raison des coupes budgétaires et du surpeuplement chronique, le personnel de la prison n'avait pas d'autre choix que de faire ses décomptes de cette manière. À 1h40 du matin, les 3 agents de correction sont arrivés pour faire leur décompte et juste au moment où ils allaient repartir, les détenus se sont jetés sur eux. Un 4e agent a entendu le vacarme et a couru pour aider ses collègues en difficulté. Lui aussi a été pris en otage, portant le total des captifs à 4. Après avoir appris ce qui se passait, le reste des occupants de la prison a également rejoint l'émeute et a rapidement maîtrisé les agents qui tentaient de fermer les ailes sud de la prison. Pour les agents Larry Mendoza et Antonio Vigil, le déclenchement de l'émeute ressemblait à quelque chose tiré d'un film d'horreur. Après avoir entendu des bruits suspects provenant du couloir à l'extérieur de leur salle à manger, les 2 agents ont arrêté de manger et ont décidé d'enquêter. C'est alors qu'ils ont vu un de leurs collègues surveiller une porte ouverte, et comme cela allait strictement à l'encontre de la procédure, ils se sont approchés du gardien pour le rappeler amicalement à l'ordre. Cependant, en s'approchant, ils se sont rendus compte que l'homme qui surveillait la porte n'était pas un agent de correction, mais un détenu portant l'un de leurs uniformes. À mesure que la gravité de la situation devenait évidente, Mendoza et Vigil se sont précipités vers le centre de contrôle principal de la prison pour donner l'alarme. Les autres agents se sont réfugiés dans l'aile nord vide de la prison et ont commencé à travailler pour convoquer des renforts externes. À 2h05 du matin, les détenus avaient pris complètement le contrôle de la prison, ayant fait irruption dans la salle de contrôle en utilisant un lourd extincteur en laiton. Cela leur a permis de déverrouiller presque toutes les cellules de la prison, déclenchant une vague d'euphorie criminelle alors que les prisonniers prenaient littéralement le contrôle de l'asile. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que l'ambiance festive ne soit remplacée par quelque chose de considérablement plus sombre, alors que les 2 principaux gangs de la prison transformèrent l'endroit en leur champ de bataille personnel. Grossièrement, la population carcérale pouvait être divisée en 2 factions. Les Chicanos, un gang centré sur les latinos composé de plusieurs sous-groupes, et la Fraternité Arienne, un gang suprémaciste blanc dont les membres figuraient parmi les détenus les plus dangereux de la prison et étaient logés dans le bloc de cellule 3. En général, les gangs restaient isolés les uns des autres en raison de rivalités sanglantes continues, mais maintenant, avec toutes les cellules de la prison ouvertes, rien ne les empêchait de s'engager dans une longue et sanglante bataille. Cependant, malgré le fait que leurs ennemis détestés étaient exposés et vulnérables, les chefs de la fraternité arienne fixèrent leur regard sur une cible beaucoup plus douce. Le bloc de cellules voisin abritait la suite de protection de la prison, ce qui signifiait que tous les mouchards, traîtres et déserteurs étaient maintenant à portée de main. Un grand groupe de membres de la fraternité arienne se réunit à l'entrée de leur bloc de cellules, puis se dirigea vers le bloc de protection, non sans passer par l'aile de psychologie de la prison. À l'intérieur se trouvait un entrepôt complet de médicaments et de stupéfiants que la fraternité arienne pilla puis distribua parmi ses membres. Ce qui suivit fut rien de moins qu'un festin pharmaceutique, alors que la légion de skinheads suprémacistes blancs se gorgeait de toutes sortes d'amphétamines, d'opiacés et de tranquillisants. Pour quand ils arrivèrent au bloc de cellule 4, c'était un miracle qu'ils puissent encore fonctionner, mais ils fonctionnaient, et leur objectif n'avait pas changé. Après avoir découvert qu'ils avaient besoin d'un jeu supplémentaire de clés pour accéder à la suite de protection, la fraternité arienne utilisa des chalumeaux pour simplement brûler les grilles des portes. On dit que cela prit de 3 à 4 heures et, pendant ce temps, ils pillèrent le bureau des archives, obtenant plusieurs dossiers identifiant les informateurs. Ils obtinrent également un talkie-walkie et l'utilisèrent pour se moquer des agents de correction qui s'étaient réfugiés dans l'aile nord. Sans accès aux armes à feu, les détenus ne constituaient pas une menace réelle pour eux, mais leur rire sinistre et leur euphorie terrifiante rendèrent l'expérience profondément inquiétante. Lorsque le jour se leva le vendredi 2 février 1980, des membres du notoire gang de la fraternité arienne firent irruption dans la suite de protection et commencèrent à rechercher leurs informateurs. Un par un, les mouchards furent identifiés, extraits de leurs cellules puis torturés à mort.
Un témoin décrivit comment un détenu fut immobilisé avant que la flamme intense et concentrée d'un chalumeau ne soit appliquée sur son visage. Les émeutiers continuèrent de brûler la tête de leur victime longtemps après qu'il soit mort de choc et, selon le témoin, il restait très peu du crâne de l'homme lorsque son assassin drogué passait à sa victime suivante. Un autre des soi-disant mouchards à être exécuté était un jeune homme nommé Mario Osta, qui avait été emprisonné pour volume à l'étalage quelques mois auparavant. Osta était un homme faible et efféminé qui fut immédiatement attaqué par des sadiques lors de l'une de ses premières nuits de détention. Pour mieux le protéger, le directeur de la prison décida de le transférer au bloc de cellule 4, mais en le faisant, Mario fut d'une manière ou d'une autre faussement identifié comme un informateur confidentiel et exécuté par la suite de l'une des manières les plus horribles imaginables. Après avoir été torturé avec un chalumeau, les assassins de Mario lui coupèrent les organes génitaux, lui tranchèrent la gorge, puis lui fourrèrent les organes génitaux coupés dans la bouche jusqu'à ce qu'il suffoque. Son corps fut ensuite suspendu au plafond pour servir d'exemple, mais en réalité, le seul crime dont il était coupable était un volume mineur. À 10 heures du matin, 12 des 96 prisonniers du bloc de cellule 4 avaient été tués et 4 autres perdirent la vie lors de la mutinerie la plus brutale de l'histoire criminelle des États-Unis. Certains de ces hommes furent exécutés d'une manière qui ne peut être décrite que comme médiévale, étant immobilisés avant qu'un prisonnier armé d'une hache d'incendie ne donne des coups à leur cou, jusqu'à ce que la décapitation soit réalisée. Dans d'autres zones de la prison désormais sans loi, des gangs rivaux affiliés aux Chicanos ou à la fraternité aryenne s'affrontèrent dans des batailles dignes de cauchemars. Les prisonniers furent tués avec des morceaux de tuyaux, des outils de menuiserie, ainsi que les omniprésents couteaux artisanaux connus sous le nom de sheaves. Un prisonnier fut partiellement décapité après avoir été jeté du balcon du 2e niveau avec une corde autour du cou. Le cadavre fut ensuite traîné et démembré par les exécuteurs de l'homme. Pour se débarrasser des morts pendant la mutinerie, un groupe de prisonniers traîna autant de corps qu'ils pouvaient vers le gymnase de la prison, puis mit le feu aux cadavres. Un autre détail troublant impliqua l'incendie de la chapelle protestante de la prison. Et bien qu'il ne soit pas clair pourquoi la chapelle fut brûlée, certains ont spéculé que ce fut en représailles pour la participation du chapelain à la nuit des manches de hache 4 ans plus tôt. 30 minutes après le début de la mutinerie, le directeur Jeffrey Griffin rejoignit le sous-directeur Robert Montoya et le surintendant de la sécurité correctionnelle du Nouveau-Mexique dans la guérite sous la Tourin. Il leur fallut 2 heures pour convenir d'un plan d'action, mais une fois qu'ils le firent, ils commencèrent à utiliser une radio bidirectionnelle pour contacter les détenus et entamer les négociations. La communication fut initialement restreinte à un détenu qui se faisait appeler Chopper 1. Mais à mesure que de plus en plus de prisonniers se rendirent compte qu'ils n'avaient besoin que d'une radio pour communiquer avec leur geôlier, le chaos régna sur les ondes. Certains essayèrent d'identifier le mystérieux Chopper 1 pour pouvoir l'exécuter comme un mouchard, tandis que d'autres travaillèrent à saper les efforts de négociation pour prolonger la cruauté et le chaos. Enfin, aux premières heures du 3 février, les détenus en révolte firent leur première demande officielle. Ils voulaient qu'un médecin civil, et non un membre du personnel de la prison, soit envoyé à la prison pour traiter les blessés et les mourants. Le sous-directeur Robert Montoya rejeta fermement cette demande et refusa les appels à sa démission immédiate. Les prisonniers se regroupèrent, sélectionnèrent un nouveau porte-parole, puis présentèrent à Montoya une liste de 11 demandes en grande partie raisonnables, dont certaines incluaient la réduction du surpeuplement et le respect des ordonnances judiciaires. Les détenus exigèrent également la réintroduction des services éducatifs et des programmes récréatifs et demandèrent une entrevue avec les médias nationaux pour expliquer adéquatement leur situation au peuple américain. Ils insistèrent également sur le fait que les agents pénitentiaires pris en otage étaient bien traités et nourris régulièrement, mais cela ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Un agent fut découvert plus tard nu et attaché à une chaise avec des signes évidents de torture sur tout son corps. Un autre fut trouvé inconscient sur une civière médicale, le sang coulant encore d'une blessure ouverte à la tête. Cela signifiait également que les prisonniers n'avaient aucun moyen de prouver leurs affirmations selon lesquelles les agents étaient bien traités, et en conséquence, les négociations s'effondrèrent complètement. À la mi-journée du samedi 3 février, un grand groupe de policiers d'État lourdement armés s'était rassemblé à l'extérieur de la prison, chacun prêt à assaillir la prison et à reprendre le contrôle des détenus. Il y eut peu de résistance de la part des prisonniers, qui avaient tenté, mais échoué, d'accéder à l'arsenal de la prison.
Lorsque la prison revint sous le contrôle des autorités du Nouveau-Mexique, plus de 200 prisonniers durent être traités pour des blessures allant de graves à potentiellement mortelles. Le nombre total de morts de la mutinerie fut de 33, mais toutes ces morts ne furent pas dues à la violence entre les détenus. Plusieurs étaient morts d'overdose de narcotiques après le pillage de l'infirmerie de la prison, tandis que d'autres moururent en raison de leurs propres méfaits, comme tenter de grimper sur le toit de la prison pour transmettre des messages aux médias rassemblés. Après la reddition des émeutiers, il fallut des jours avant que l'ordre soit suffisamment maintenu pour s'assurer que les détenus puissent réoccuper la prison. Certains furent poursuivis pour des crimes commis pendant le soulèvement, mais selon certains critiques, la grande majorité des délits, y compris la torture et le meurtre, restèrent impunis par les autorités, qui n'avaient tout simplement ni la volonté ni les moyens de poursuivre autant de cas. De manière surprenante, il fallut encore 2 décennies avant que des réformes sérieuses soient mises en œuvre au pénitencier du Nouveau-Mexique, le gouverneur de l'État semblant résister à chaque tentative d'améliorer la vie des détenus de l'État. Il est facile de comprendre pourquoi quelqu'un pourrait rejeter l'idée que les criminels endurcis méritent un traitement juste et décent. Après tout, s'ils avaient eux-mêmes traité les gens de manière juste et décente, il est possible qu'ils ne soient pas en prison en premier lieu. Mais si on enlève presque tout à un homme et qu'on le laisse avec très peu à perdre, on peut transformer une personne dangereuse en quelqu'un d'encore plus volatile. En 2015, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publia ce qui est connu sous le nom de Règle Mandela concernant le traitement des détenus dans le monde entier, et un passage dit « Dans nos efforts pour rendre les sociétés plus résilientes au crime et promouvoir la cohésion sociale, nous ne pouvons ignorer ceux qui sont en prison. Nous devons nous rappeler que les détenus font toujours partie de la société et doivent être traités avec le respect dû à leur dignité inhérente en tant qu'êtres humains. Si nous ne restons pas une société prônant le pardon, si nous ne fournissons pas aux criminels une voie de retour vers la société, alors certains des plus en colère et violents d'entre nous deviendront encore plus amers, rancuniers et en fin de compte, beaucoup plus dangereux. Au milieu du XIXe siècle, les dirigeants de l'Empire ottoman se trouvèrent confrontés à un dilemme très dangereux aux frontières sauvages de leur vaste domaine. Un mélange insidieux de mouvements politiques nationalistes et séparatistes menaçait l'autorité centrale ottomane et par conséquent, le nombre de prisonniers politiques explosa. La majorité furent envoyés dans une prison de la province de Diyarbakir, en Turquie, non loin de la frontière moderne avec la Syrie. Les dirigeants ottomans espéraient sans doute une conclusion rapide à la menace d'insurrection, mais ils ignoraient que l'autorité centralisée de leur État-nation continuerait d'être défiée au cours des 100 prochaines années. Pendant la guerre froide, la Turquie connut une augmentation significative de la violence politique, car des militants de gauche, de droite et islamistes s'affrontaient. La situation devint si grave que le 7 septembre 1980, le général Kenan Evren annonça que lui et ses soldats renverseraient le gouvernement civil et le remplaceraient par un conseil de sécurité nationale. Après la prise de pouvoir complète le 12 septembre, le général Evren s'adressa au peuple turc via la chaîne de télévision officielle de l'État, les informant que la loi martiale était désormais en vigueur pour l'avenir prévisible. Il n'y aurait plus de parlement, ni de droit constitutionnel, et toutes les formes de partis politiques devinrent temporairement illégales. Le général Evren affirma que les mesures étaient nécessaires pour, et je cite, « sauver la République turque de la fragmentation politique, de la violence et de l'effondrement économique ». Un régime tout aussi dur fut imposé aux détenus de la prison de Diyarbakir qui virent leurs droits de visite et de récréation immédiatement supprimés. Leur nombre augmenta à mesure que des milliers de prisonniers politiques récemment condamnés rejoignaient leurs rangs et, pour y faire face, les gardiens de la prison reçurent toutes sortes de nouveaux pouvoirs. Mais, comme nous le savons, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Au cours des années qui suivirent, l'Organisation internationale des droits de l'homme Amnesty International reçut des milliers et des milliers de messages concernant le fonctionnement interne de la prison de Diyarbakir. Des centaines de ces messages affirmaient que la prison n'était rien de moins qu'un camp d'extermination, où même les criminels les plus insignifiants pouvaient être torturés à mort pour les infractions les plus mineures. Beaucoup des détenus étaient Kurdes, un peuple ancien qui luttait depuis longtemps pour l'autonomie régionale.
Ils avaient leur propre langue, coutumes et cultures, toutes interdites dans la prison de Diyarbakir. Les prisonniers surpris en train de parler ou d'écrire en kurde ou de propager la poésie ou l'histoire kurde étaient soumis à certains des châtiments les plus cruels imaginables. Au lieu de cela, les Kurdes étaient forcés de parler, d'écrire et même de chanter en turc et étaient punis s'ils ne parvenèrent pas à apprendre les paroles de l'hymne national turc. Cette mesure conduisit à l'emprisonnement de plusieurs artistes kurdes éminents, y compris des écrivains, des poètes et des artistes de performance, tous protestant contre la suspension de la liberté et la suppression de la critique du gouvernement. Les méthodes de punition dans la prison se référaient à une variété d'euphémismes glaçants. Les nouveaux arrivants pouvaient s'attendre à être conduits au centre de bienvenue, un lieu où ils étaient introduits au régime sévère de la prison en étant déshabillés, battus, humiliés et torturés. D'autres pratiques incluaient de conduire les prisonniers au théâtre, un endroit où ils étaient forcés de voir la torture horrifique de leurs codétenus, ou à la disco, où les prisonniers étaient soumis à une musique forte et à des lumières clignotantes, souvent jusqu'au point de leur causer des convulsions. Lorsqu'on disait à un prisonnier qu'il allait au bain, on le conduisait en réalité au système d'égout de la prison, où il était forcé d'entrer dans une grande fosse septique et submergé jusqu'à ce qu'il soit presque noyé. Cette pratique était peut-être la plus redoutée de toutes les méthodes de torture cruellement créatives des gardiens, car l'exposition prolongée aux déchets toxiques provoquait presque toujours des infections presque fatales parmi ceux qui y étaient soumis. L'un des gardiens de prison les plus notoires de cette période fut le capitaine Esat Yildiran. Yildiran était connu pour être un fervent croyant dans le pouvoir de la torture psychologique et de l'humiliation. Sous son régime diabolique, les prisonniers n'étaient pas autorisés à porter des vêtements et n'avaient que des couvertures dans leurs cellules pour se tenir au chaud. Les prisonniers étaient également obligés de traiter le berger allemand du capitaine Yildiran comme un officier, et s'ils ne lui montrèrent pas le respect approprié, le capitaine ordonnait aux chiens d'attaquer les parties génitales du prisonnier nu. Les prisonniers apprenaient rapidement à traiter le chien avec la plus grande révérence, pour éviter une castration précipitée qui pourrait entraîner leur mort par hémorragie. Yildiran sélectionnait parfois des prisonniers au hasard pour des privations de sommeil, sensorielles, d'eau et de nourriture pendant de longues périodes, affirmant que cette pratique maintenait les prisonniers dans une position défavorable et, par conséquent, beaucoup moins susceptibles de montrer une résistance. Le capitaine était également quelque peu traditionnaliste et se vantait de perpétuer les traditions tortueuses de la falaka et du strapado. Falaka est le nom donné aux méthodes de torture impliquant de frapper ou de fouetter les plantes des pieds d'une personne. La pratique a littéralement des milliers d'années, certains affirmant que plusieurs versets de la Bible y font référence directement. La torture agit à deux niveaux. Après l'agonie initiale de se faire frapper les plantes des pieds sensibles, les victimes ne peuvent pas marcher pendant des jours, rendant les tâches quotidiennes comme aller aux toilettes presque impossibles, ce qui entraîne des souffrances supplémentaires dans les jours et semaines suivant la torture. Le strapado, d'autre part, est une pratique qui implique de suspendre quelqu'un par les bras, mais dans la position inverse de celle qu'on pourrait initialement imaginer. Les poignets sont attachés derrière le dos avant que ces mêmes menottes ne soient suspendues en l'air, ce qui provoque une agonie inimaginable pour la victime. Un strapado prolongé aboutit souvent à des dislocations des épaules, mais laisse également les zones les plus vulnérables d'un prisonnier libre pour être écrasé, étiré, pressé et électrocuté. Le capitaine Yildiran était également connu pour créer des parodies macabres de choses comme des examens de santé ou dentaires. Les prisonniers croyaient qu'on allait leur traiter une rage de dents ou une infection douloureuse par des médecins qualifiés, alors qu'en réalité, un gardien vêtu d'une blouse blanche les attendait pour leur extraire des dents sans anesthésie ou, dans certains cas, les violer avec une matraque sous prétexte de leur prendre la température. L'ancien maire de la ville de Diyarbakir, Mehdi Zana, qui passa un total de 11 ans en prison pour divers chefs d'accusation de sédition fabriquée, expliqua une fois que lorsqu'un nouveau prisonnier arrivait à la prison, le capitaine Yildiran le recevait à l'entrée, puis se tournait vers un gardien et disait « Préparez-lui un bain puis emmenez-le au dortoir ». C'était un rituel. Environ 20 gardiens accompagnaient le prisonnier, puis lui administraient une bonne raclée de bienvenue. Après cela, ils le traînaient inconscient jusqu'au bain, qui était un grand conteneur rempli d'eau usée où il le laissait pendant quelques heures. Salim Dindar, un homme d'affaires kurde faussement accusé de délits financiers, donna également un récit de son temps à la prison de Diyarbakir.
Il déclara que vivre parmi des hommes aussi traumatisés était si horrible qu'il en venait à préférer les périodes de confinement solitaire, les voyant moins comme une punition et plus comme un répit par rapport aux cris et à la folie qui résonnèrent souvent dans les ailes de la prison. Entre avril 1981 et mai 1984, les registres de la prison indiquent qu'un peu plus de 30 prisonniers purgeaient une peine à Diyarbakir, mais certains soutiennent que le chiffre réel est d'environ 300. Les responsables de la prison admirent que 14 prisonniers moururent à la suite de grèves de la faim, tandis que 16 furent abattus en tentant de s'évader. Un total de 43 prisonniers furent enregistrés comme suicides, parfois comme une forme de protestation contre le traitement inhumain. 4 de ces prisonniers faisaient partie d'une équipe de travail impliquant la pulvérisation de peinture sur une section de l'intérieur de la prison. Et soudainement, à un moment donné du 18 mai 1982, les 4 hommes commencèrent à se peindre eux-mêmes avec un mélange de gris et de vert. Un des gardiens s'approcha des prisonniers et leur ordonna de retourner au travail. Mais au lieu d'obtempérer, un des prisonniers sortit un briquet et mit le feu au liquide de peinture hautement inflammable qui goûtait de leur peau nue. En quelques secondes seulement, les 4 hommes furent enveloppés de flammes et malgré les efforts du capitaine Yildiran pour les maintenir en vie et prolonger leur agonie, les 4 succombèrent à leurs blessures. Lorsqu'il fut confirmé que les hommes s'étaient suicidés en protestation contre l'oppression turque, ils furent déclarés martyrs par de nombreuses organisations politiques kurdes. Peut-être la violation des droits de l'homme la plus atroce dans la prison de Diyarbakir eut-elle lieu le 24 septembre 1996. À ce moment-là, le paysage politique de la Turquie était passé d'une dictature militaire à une démocratie représentative, mais peu de choses avaient changé pour les gardiens et les détenus de la prison de Diyarbakir. La culture de la violence, de la torture et de la répression était toujours bien vivante, et avec elle vint un acte de violence fatale insensé. Ce matin-là, 2 gardiens de prison se rendirent à l'infirmerie avec ceux qui furent décrits comme des ecchymoses légères. Le médecin de la prison n'avait aucune idée de pourquoi le directeur voulait que de si petites blessures soient traitées, et les gardiens refusèrent d'expliquer comment exactement ces blessures avaient été causées. Certains suggérèrent que les 2 gardiens de prison s'étaient impliqués dans une confrontation physique, non pas avec les détenus, mais entre eux. D'autres spéculèrent qu'après une infraction aux règles disciplinaires, les 2 hommes furent battus par le capitaine Yildiran ou le directeur de la prison, et cherchant à couvrir leur propre infraction au protocole, les 2 hommes furent envoyés à l'infirmerie et on leur dit de garder le silence. Mais cela laissait encore 2 gardiens blessés sans moyen de justifier leurs blessures, ce que le personnel de l'infirmerie trouva profondément suspect. Cependant, peu de temps après, le médecin-chef de l'infirmerie reçut un appel du directeur de la prison. « Préparez-vous », dit-il apparemment. « Un tas de détenus blessés se dirige vers vous. » Au cours des heures suivantes, 56 détenus de Diyarbakir entrèrent en titubant ou furent amenés à l'infirmerie dans divers états de détérioration. La grande majorité d'entre eux avaient subi de graves blessures à la tête après que les gardiens de la prison eurent attaqué leur bloc cellulaire et commencèrent une violence frénétique. 10 de ces prisonniers blessés succombèrent à leurs blessures, tandis que la grande majorité des survivants souffrirent de diverses conditions permanentes, telles que des lésions cérébrales et des paralysies. Lorsque la nouvelle de cette brutalité insensée atteignit les gros titres de la presse libre désormais, le public turc exigea des réponses de ces politiciens. Le directeur de la prison de Diyarbakir déclara que le conflit avait commencé après que plusieurs prisonniers eurent tenté d'accéder à l'aile réservée aux femmes de la prison. Mais ce fut une tentative flagrante de vilipender les prisonniers morts et blessés tout en détournant l'attention de ses propres manquements professionnels. Le président turc, Süleyman Demirel, ordonna rapidement une enquête sur l'incident, qui conclut que les fonctionnaires de la prison avaient outrepassé leur autorité, causant des décès illégaux dans le processus. La commission parlementaire des droits de l'homme identifia 29 soldats turcs individuels ainsi que 38 officiers de police et les accusa d'être directement responsables de l'incident, exigeant ensuite publiquement leur poursuite en justice. Lorsque le procès se conclut en 2006, le nombre de gardiens de prison accusés en lien avec le massacre était passé à 72. 62 d'entre eux furent condamnés et chacun fut condamné à 18 ans de prison, mais dans les années qui suivirent, beaucoup de ces peines furent réduites à un peu plus de 5 ans, tandis que d'autres furent totalement annulées. L'amnistie accordée aux gardiens de la prison de Diyarbakir suivit le même schéma déprimant que d'autres incidents similaires,
Mais contrairement à d'autres SIA, même ceux où une réponse disproportionnée entraîna des victimes inutiles, il n'y a aucune raison d'accuser les gardiens de la prison de fabriquer une raison pour infliger des blessures dévastatrices aux prisonniers, certains desquels étaient coupables de rien de plus que d'écrire de la poésie incendiaire ou de jouer de la musique controversée. Ce qui est pire, c'est que la Turquie ne montre aucun signe de ralentissement de ces abus des droits de l'homme. Dans son rapport mondial 2020, Human Rights Watch déclara une augmentation des allégations de torture, de mauvais traitements et de traitements cruels, inhumains ou dégradants en garde à vue et en prison au cours des 4 dernières années, ce qui a inversé les progrès antérieurs de la Turquie dans ce domaine, ce qui signifie que pour de nombreux jeunes Turcs qui ne veulent rien de plus que vivre dans une société libre et juste, l'avenir semble bien sombre, en effet. La République populaire de Chine est la 3e plus grande nation de la Terre, s'étendant des steppes de Mongolie et des montagnes de l'Hindu-Kush au nord et à l'ouest, jusqu'aux jungles de Guangxi et aux lacs de Sibérie au sud et à l'est. La Chine est incroyablement biodiversifiée et possède une population gigantesque de plus d'1,4 milliard de personnes. Parmi CES, 1,4 milliard, il y a 56 différentes minorités ethniques distinctes et plus de 300 langues ou dialectes parlés. Certaines de ces minorités ethniques incluent les Mandchous du nord-est lointain, les Mongols de l'ancienne Mongolie, les Zhang tibétains et un groupe connu sous le nom des Ouïghours. Les Ouïghours est le nom donné aux divers groupes minoritaires islamiques à l'extrême ouest de la République populaire, dont certains incluent les Ouzbeks, les Kirghizès et un groupe dont le nom est devenu de plus en plus connu au cours des 20 dernières années, les Ouïghours. Pendant plus de 1000 ans, les Ouïghours se sont concentrés autour d'une série d'oasis dispersées dans le désert de Taklamakan, un voisin proche du désert de Gobi. Les Ouïghours sont des parents proches des anciens peuples turcs dont les descendants gouvernent la Turquie moderne. Les Ouïghours ont commencé à recevoir des missionnaires musulmans arabes et persans dans leur communauté isolée mais hospitalière. En tant que peuple qui avait longtemps été soumis à la volonté de ses voisins plus forts, ils furent attirés par l'idée de l'égalité islamique où toutes les nations et ethnies sont égales devant Allah. Ils commencèrent à se convertir à la fin du Xe siècle et au début du XVIe, la grande majorité des Ouïghours s'identifiait comme musulmanes et la religion devint une partie intégrante de leurs coutumes et de leur culture. Au cours des centaines d'années suivantes, des royaumes et des khanates précédèrent des vagues de conquêtes et de rébellions, jusqu'à ce que les éphémères républiques du Turkestan oriental tentent en vain d'obtenir l'autonomie. Finalement, le 1er octobre 1949, le président Mao Zedong déclara l'établissement de la République populaire de Chine et, par l'intermédiaire d'un messager militaire, envoya aux dirigeants de la Deuxième République du Turkestan oriental une offre: rejoindre la République populaire en tant que préfecture autonome ou faire face à l'anéantissement par l'armée populaire de libération. Les Ouïghours choisirent la survie. Jusqu'à ce jour, les mouvements séparatistes ouïghours affirment que la Deuxième République du Turkestan oriental a été illégalement incorporée par la Chine en 1949 et a souffert de l'injustice de l'occupation chinoise depuis lors. Depuis les années 1950, le Parti communiste chinois a relocalisé des centaines de milliers de Chinois ethniques Han dans la patrie ouïghour du Xinjiang. Les Han avaient été le groupe ethnique dominant en Chine pendant des années et leur relocalisation au Xinjiang était une tentative délibérée de changer non seulement l'identité culturelle de la région, mais aussi sa religion. De nombreux Ouïghours résistèrent à la tentative de leur arracher la région. Et, avec le soutien de l'Union soviétique, de nombreux groupes de résistance émergèrent pendant les années 1960 et 1970. Au début des années 1980, le premier ministre chinois Deng Xiaoping reconnut que le Xinjiang et sa population ouïghour devaient être pacifiés par une politique pacifique pour éviter une rébellion ouverte. Il assouplit les restrictions sur l'enseignement de la langue ouïghour et permit que les mosquées existantes soient rénovées et, dans certains cas, agrandies. La mesure apaisa en quelque sorte le mécontentement en fermentation. Mais malheureusement, les collègues et successeurs de Deng Xiaoping n'étaient pas d'accord avec la politique et, malgré ces protestations, ils renversèrent ces réformes à la première occasion disponible. Les politiques de multilinguisme et de pluralisme culturel furent bientôt remplacées par ceux qui étaient connus comme un modèle monolingue et monoculturel.
ce qui, à son tour, raviva le sentiment rebelle parmi la population ouïghour. Les politiques régressives s'intensifièrent après avril 1990, après qu'un soulèvement massif dans une petite ville près de Kashgar dut être réprimé par la force par l'armée populaire de libération. On dit que des centaines furent tués, quelque chose que les Ouïghours n'ont jamais oublié, et le sentiment violent continua de croître tandis que le gouvernement chinois commençait à exploiter les ressources nationales de la région, détournant une fortune en minéraux et métaux précieux sans aucun remboursement ou réinvestissement sérieux. En février 1997, pendant le mois sacré du Ramadan, la police secrète chinoise arrêta 30 présumés criminels, traînant de nombreux hommes de leur lit pendant qu'ils dormaient. Quand il devint évident qu'ils ne reverraient jamais leurs proches, les familles des hommes disparus organisèrent de grandes manifestations à travers Kashgar. Une fois de plus, le gouvernement chinois envoya l'armée et sa répression violente de la manifestation se solda par la mort de 9 manifestants innocents. Quelques mois plus tard, une série d'attentats à la bombe dans des bus à Urumqi fit 75 victimes. La plupart des victimes étaient des Chinois Han, et lorsqu'un groupe de séparatistes ouïghours revendiqua la responsabilité des attentats, il devint évident que les attaques étaient une vengeance pour les morts des manifestants ouïghours. Pour éviter une insurrection totale, le gouvernement chinois investit des centaines de millions de dollars pour stabiliser la patrie ouïghour, mais il ne parvint jamais à éradiquer complètement le mécontentement. Ensuite, dans la période précédant les Jeux olympiques de Pékin en 2008, le Parti communiste était profondément préoccupé non seulement par son apparence sur la scène mondiale, mais aussi par le potentiel d'une attaque terroriste ouïghour de haut niveau. Pour garantir que les Jeux olympiques se déroulent sans accroc, les services de sécurité de l'État chinois commencèrent à réprimer brutalement une variété de dissidents, les Ouïghours étant le point central de leur campagne agressive. La mesure put leur avoir donné une période de stabilité, mais au final, Deng Xiaoping avait raison. Pour lui, le Xinjiang était comme un œuf. Pour le contrôler, il fallait le tenir délicatement. Trop serré, et les choses deviendraient désordonnées. En juillet 2009, un groupe de travailleurs d'usine Han accusa 2 collègues ouïghours d'agression indécente sur 2 filles Han qui étaient passées par l'usine ce même jour. Les Ouïghours nièrent véhémentement les accusations et une bagarre éclata entre les 2 groupes opposés. On ne sait pas exactement comment et quand les 2 hommes ouïghours moururent, mais après que la force de police locale eut mené une enquête médiocre sans arrêter de suspects, un grand groupe de manifestants se rassembla dans l'ancien Grand Bazar d'Urumqi. La police anti-émeute fut déployée et, après avoir affronté des manifestants en colère, une émeute raciale à grande échelle éclata. Des dizaines de personnes moururent, la violence provoquant des manifestations et des contre-manifestations tant de Han que d'Ouïghours. Dans les jours qui suivirent, la ville fut en flammes pendant 3 jours, des foules d'hommes en colère et armés errant dans les rues, défendant ceux qu'ils considéraient comme leur part de la ville. Bien que les émeutes furent finalement réprimées, cela marqua le début d'une campagne violente d'attentats terroristes séparatistes qui frappèrent la région pendant les années suivantes. En 2011, un groupe de 18 jeunes Ouïghours attaqua un poste de police dans l'ancienne ville turque de Hotan, armés de couteaux et de gilets explosifs. Les hommes tuèrent 2 policiers et prirent ensuite en otage 8 travailleurs civils. Lorsque la police arriva pour reprendre le poste, les hommes refusèrent de se rendre et commencèrent à scander des slogans djihadistes tandis que les officiers se préparaient à les affronter. Dans la fusillade qui s'ensuivit, 14 des assaillants furent tués tandis que les 4 autres furent capturés vivants. Malheureusement, 2 des otages perdirent la vie lors de l'assaut, bien qu'il ne soit pas clair si leur mort était due à des couteaux ouïghours ou à des balles de la police. Dans les années qui suivirent, des attaques similaires eurent lieu à Kunming et à Urumqi, toutes liées à un groupe connu sous le nom de Mouvement islamique du Turkestan oriental. Après l'ascension au pouvoir de Xi Jinping, une attaque terroriste dans la province chinoise du Yunnan fut de trop pour le nouveau dirigeant. Par la suite, il déclara au Politburo chinois « Nous devons unir le peuple pour construire un mur de cuivre et de fer contre le terrorisme », ajoutant « Nous devons être aussi durs qu'eux et ne montrer absolument aucune pitié ». Xi formula ensuite une politique qu'il appela « campagne de répression dure contre le terrorisme violent » et instruisit le gouvernement local au Xinjiang de mener une guerre populaire contre les 3 forces maléfiques du séparatisme, du terrorisme et de l'extrémisme.
200 000 agents spécialement formés du Parti communiste chinois descendirent au Xinjiang et commencèrent à diviser la population en 3 catégories distinctes, fiables, moyennes et peu fiables. À ceux qui protestaient, on disait qu'ils étaient libres de partir, et pendant une brève période, de nombreux Ouïghours ayant accès à un passeport saisirent l'occasion pour échapper à ceux qui étaient à venir. Mais seule une fraction de la population avait les moyens ou la volonté de faire ses bagages et de fuir leur patrie, laissant des millions de Ouïghours pour faire face à la tempête à venir. Au début de 2017, le secrétaire du Parti communiste, Chen Quanguo, fut chargé de débarrasser la province du Xinjiang des séparatistes ouïghours une fois pour toutes. Lors d'un défilé militaire pompeux tenu à Urumqi en avril 2017, Chen déclara à une assemblée de loyaux à Pékin qu'ils enterreraient les cadavres des terroristes et des bandes terroristes dans l'immense mer de la guerre populaire, puis ordonna aux soldats et aux policiers d'arrêter les coupables. Une série de nouvelles interdictions et réglementations furent immédiatement introduites. Les longues barbes, ordonnées par les écritures islamiques, furent interdites et le voile complet connu sous le nom de niqab fut interdit dans les lieux publics. Les Ouïghours devaient prouver qu'ils écoutaient les émissions de radio ou de télévision de l'État et furent obligés de se conformer à de nouvelles politiques de planification familiale qui limitaient le nombre d'enfants qu'ils pouvaient avoir. Les nouvelles réglementations ne prohibèrent pas l'éducation traditionnelle de style madrasa, mais tous les enfants âgés de 5 à 16 ans devaient fréquenter des écoles administrées par l'État pour recevoir une éducation parrainée par l'État. Naturellement, une grande partie de la population ouïghour n'était pas disposée ou capable de se conformer aux nouvelles réglementations strictes, mais au lieu de permettre une période de grâce, les contrevenants furent arrêtés en masse. On ne sait pas combien de Ouïghours furent arrêtés et emprisonnés pendant cette période. La Chine a officiellement admis quelques centaines d'arrestations, mais insiste sur le fait que tous les suspects étaient des membres directs ou avaient des liens étroits avec le mouvement islamique du Turkestan oriental. À peu près à la même époque, Chen Quanguo introduisit 2 politiques distinctes. La première fut menée en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique de Chine, qui développa une sorte de logiciel de reconnaissance raciale pour son utilisation avec les caméras de sécurité de l'État et civils. Bien qu'il manquait de précision, le système était conçu pour distinguer les Ouïghours des Chinois Han, créant ainsi une sorte de système de suivi des Ouïghours qui pouvait surveiller leur activité sans aucune intervention humaine. La deuxième politique se concentrait sur ce qu'on appelle la rééducation, par laquelle les Ouïghours qui défièrent les réglementations pouvaient être endoctrinés en membres productifs mais pacifiés de la société chinoise. Les fonctionnaires du Parti communiste commencèrent à élaborer un plan sur le type de Ouïghours nécessitant une telle rééducation. Et la liste incluait des personnes ne possédant pas ou n'utilisant pas de téléphone portable, des personnes consommant une quantité inhabituelle d'électricité, des hommes avec une barbe anormalement longue, des personnes avec un cercle social restreint ou semblant avoir un manque de vie sociale, des personnes avec des relations complexes avec des amis, des membres de la famille ou des voisins, ou toute personne ayant un membre de la famille présentant les caractéristiques précédentes. Comme vous pouvez le voir, les conditions de rééducation sont alarmantes et pourraient facilement s'appliquer à quiconque ne montre pas une loyauté ouverte au Parti communiste chinois. Peu de temps après la décision de commencer la rééducation en masse, Chen Quanguo ordonna d'explorer des centaines de sites potentiels pour déterminer les emplacements optimaux des camps de rééducation. Des centaines de sites potentiels furent identifiés et divisés en 4 catégories distinctes selon leur isolement et leur sécurité. Certains sites furent identifiés comme des camps de rééducation de niveau 1, où les contrevenants mineurs seraient envoyés pour une rééducation de base en classe. D'autres furent identifiés comme de niveau 2, où les contrevenants à risque élevé seraient retenus indéfiniment jusqu'à ce qu'ils montrent une certaine affection tangible ou loyauté au parti. Les 2 autres niveaux furent étiquetés comme des prisons de haute sécurité ou des centres de détention administrative, et c'est là que les véritables horreurs de la répression communiste devinrent apparentes. Dans les centres urbains, de nombreux camps de rééducation de niveau inférieur furent créés en convertissant d'anciennes écoles secondaires ou professionnelles, tandis qu'à la campagne, les camps de niveau supérieur furent spécialement construits pour les besoins de l'endoctrinement communiste. Ces soi-disant centres de détention ressemblèrent beaucoup à des camps de prisonniers de guerre ou de concentration et étaient équipés de clôtures électrifiées, de systèmes de surveillance, de tours de garde et de salles d'interrogatoire. Le fait est qu'il existe très peu d'informations publiques sur le fonctionnement interne de ces camps de rééducation, et cela pour plusieurs raisons.
Premièrement, le gouvernement chinois a délibérément obscurci ses propres données sur le sujet, et ce qui semble être un système informatif à 2 niveaux. Par exemple, en 2019, le Parti communiste chinois affirma avoir fermé presque tous les camps de rééducation du Xinjiang et permis même à des journalistes occidentaux de visiter d'anciens sites comme preuve que beaucoup avaient été fermés. Cependant, l'Institut australien de politique stratégique affirma qu'au moins 28 camps de rééducation avaient été relocalisés plutôt que fermés et que l'affirmation de leur fermeture n'était rien d'autre qu'une manœuvre politique. De plus, tous ceux envoyés dans les camps de rééducation furent obligés de signer une sorte d'accord de confidentialité par le gouvernement chinois, ce qui signifie que s'ils parlent trop en détail de leur temps dans les camps, ils seront poursuivis et envoyés à davantage de rééducation. Lorsqu'on leur demande, les anciens prisonniers sont instruits de dire que les conditions dans le camp sont remarquablement confortables et qu'ils furent traités aimablement par leurs maîtres et qu'il n'y a qu'un seul camp de ce type dans toute la province du Xinjiang. Souvent, ceux envoyés dans les camps incluaient des couples mariés, ce qui laissait les fonctionnaires avec la question de savoir quoi faire des enfants du couple. Cela mena à la création de ceux que l'on appelle euphémiquement des internats, des lieux qui pourraient être plus précisément décrits comme des orphelinats. Les enfants qui se retrouvent dans une de ces installations ne se réunissent rarement avec leurs parents et sont souvent utilisés comme pions pour essayer de discréditer ou d'humilier leur propre famille. Par exemple, la femme d'affaires ouïghour et militante politique Rebia Kadir a lutté pour les droits de son peuple pendant plus de 3 décennies, mais après les émeutes d'Urumqi en 2009, 2 de ses propres enfants publièrent des lettres ouvertes la blâmant pour les émeutes et la suppliant de cesser son activisme. « Nous voulons une vie heureuse et stable », disait un paragraphe. « S'il te plaît, pense à notre bonheur et à celui de nos enfants. Ne détruis pas nos vies ici et ne suis pas la provocation d'autres personnes dans d'autres pays. » Bien que les lettres aient sans doute été écrites et signées par les enfants de KDR, beaucoup ont noté que la rédaction et la phraséologie sont remarquablement similaires à celles utilisées par les fonctionnaires du Parti communiste. D'autres affirment que les lettres sont complètement frauduleuses et accusent les services de renseignement chinois de mener une campagne répugnante de chantage et de séparation familiale. En septembre 2018, l'Associated Press rapporta que des milliers et des milliers de ces soi-disant internats étaient en construction à travers la province du Xinjiang. Les enfants détenus dans ces sites étaient enseignés à communiquer entièrement en chinois, tandis que ceux trouvés parlant la langue ouïghour étaient punis. Les enfants étaient également interdits de pratiquer l'islam et, à moins qu'ils ne se comportent bien et réussissent dans leurs études, il leur était interdit de recevoir la visite de membres de la famille inquiets. Des documents divulgués indiquèrent que, si les élèves demandaient si leurs parents disparus avaient commis un crime, on leur disait que non, seulement que leurs pensées avaient été infectées par des pensées malsaines. La liberté n'est possible que lorsque ce virus dans leurs pensées est éradiqué et qu'ils sont en bonne santé. En décembre 2019, le New York Times rapporta que près d'un demi-million d'enfants de moins de 14 ans étaient retenus dans des internats à travers le Xinjiang et que des dizaines d'autres institutions étaient en construction. Le nombre est sans doute plus élevé aujourd'hui. À peu près au même moment où les nouvelles des internats faisaient les gros titres dans le monde occidental, on estimait qu'environ 1,8 million de Ouïghours et d'autres musulmans avaient été détenus injustement dans l'un des camps de rééducation du Xinjiang. Cela équivaut à une personne sur 6, ce qui signifie qu'en termes généraux, chaque famille au Xinjiang a eu un membre emmené, endoctriné et peut-être même torturé. Un article publié par le Journal of Political Risk décrivait ce qui se passait comme le plus grand emprisonnement d'une minorité ethnique religieuse depuis l'Holocauste et affirmait que le gouvernement du Parti communiste chinois commettait essentiellement un génocide. Dans un autre article publié en 2020, un chercheur affirma que la soi-disant rééducation dans les camps du Xinjiang était facilitée par la création d'un environnement interne véritablement infernal. Le même chercheur affirma que la plupart des décès dans les camps n'étaient pas dus à des causes naturelles, comme le prétendait le Parti communiste, mais plutôt à la malnutrition, aux conditions insalubres, aux soins médicaux retenus et à la violence. L'article indiquait également que les agressions indécentes sur les prisonniers, tant hommes que femmes, étaient également courantes, les gardiens les utilisant comme une sorte de punition informelle pour les indisciplinés. L'allégation fut soutenue par plusieurs anciens détenus, avec l'un affirmant qu'un gardien chinois Han avait enduit de la pâte de piment sur ses parties génitales après l'avoir violée. So,
qui affirme avoir été obligée d'enseigner et d'agir en tant que traductrice dans les camps, déclara à un journaliste de la BBC que les gardiens du camp choisissaient les filles et jeunes femmes qu'ils voulaient et les emmenaient pour les violer. Elle admit ne pas avoir été témoin personnellement d'un tel événement, mais affirma avoir entendu trop d'histoires pour douter des affirmations individuelles. La télévision d'État chinoise répondit aux allégations en publiant une interview avec une femme ouïghour nommée Tursuneh, qui affirma que pendant sa propre période de détention, elle n'avait jamais été témoin de violence ou d'abus. Elle admit des séances de rééducation, des coupes de cheveux forcées et de la mauvaise nourriture, mais affirma qu'elle avait par ailleurs été traitée avec une relative décence. Quelques mois plus tard, après que Tursuneh et sa famille eurent échappé, elle donna une autre interview, cette fois à la BBC. « Chaque nuit, les gardiens nous sortèrent de nos cellules et se relayaient pour nous violer en groupe, dit-elle. Ceux qui résistaient étaient soumis à des décharges électriques jusqu'à ce qu'ils se soumettent. » Elle affirma également que la seule raison pour laquelle elle avait menti dans son interview initiale pour la télévision d'État était que le gouvernement chinois avait menacé sa famille de détention. Dans une interview de 2018, une jeune Ouïghour nommée Mirigul Tursun affirma avoir été torturée et soumise à d'autres conditions brutales pendant son emprisonnement dans un camp de rééducation au Xinjiang. Elle affirma avoir été droguée pendant les interrogatoires, privée de sommeil pendant des jours et soumise à des examens médicaux intrusifs et humiliants. Mirigul affirma également qu'elle avait été envoyée dans les camps 3 fois entre 2015 et 2018 et se souvint comment un fonctionnaire du Parti communiste lui dit « Être ouïghour est un crime maintenant ». Mirigul corrobora également l'histoire d'un autre prisonnier qui affirma qu'elle avait été forcée de porter des vêtements de fer comme moyen de briser son esprit. On dit que le costume de métal pèse plus de 22,5 kg, presque 23 kg, obligeant les gens à garder les bras et les jambes en position étendue et causant une douleur terrible s'il est porté pendant de longues périodes de temps. Le Parti communiste rejeta les allégations de Mirigul, disant aux médias occidentaux qu'elle avait été détenue sous soupçon d'incitation à la haine ethnique et à la discrimination. Selon eux, sa période de détention n'avait pas duré plus de 20 jours et qu'elle avait été libérée sans accusation et sans dommage à la fin. Les Chinois tentèrent d'établir des parallèles avec la propre lutte de l'Occident contre l'extrémisme islamique et soulignèrent l'hypocrisie de la critique américaine, tandis que le camp de détention de Guantanamo était encore en activité. Peu après que Mirigul Tursun ait rendu publiques ses allégations, des rumeurs commencèrent à circuler sur l'extraction d'organes de Ouïghours. Ethan Gutmann, chercheur principal à la Fondation commémorative des victimes du communisme, affirma qu'un ancien hôpital dans la ville majoritairement ouïghour d'Aksu avait été converti en CE, qui était essentiellement une ferme d'organes, complète avec des voies rapides pour les clients étrangers de haut pouvoir d'achat. On supposait que ces clients incluaient de nombreux hommes d'affaires saoudiens riches qui insistaient pour que les organes qui leur étaient transplantés proviennent d'un musulman et soient donc halal. Gutmann croyait qu'environ 25 000 personnes par an avaient leurs organes extraits après l'exécution par l'État, et ce sentiment fut soutenu par un ancien chirurgien oncologue du Xinjiang, le docteur Enver Tohti, qui affirma que les accusations de Gutmann étaient crédibles. En 2019, des rapports émergèrent affirmant que le Parti communiste chinois avait institué une politique de stérilisation forcée dans les camps du Xinjiang. Une femme ouïghour nommée Zeynep Daout affirma qu'elle fut forcée de subir une ligature des trompes pendant son internement. La ligature des trompes est une procédure médicale dans laquelle les trompes de Fallope d'une femme sont coupées, ligaturées ou bloquées. Cela empêche un ovule de voyager des ovaires à travers les trompes de Fallope et bloque le passage du sperme vers l'ovule. La procédure n'affecte pas le cycle menstruel d'une femme, mais la laisse complètement et absolument stérile. Le gouvernement chinois se hâta de nier les allégations de Zeynep, mais en 2020, des journalistes interviewèrent plusieurs anciens détenus qui corroborèrent son histoire, affirmant que les hommes étaient forcés de prendre des pilules contraceptives, tandis que les femmes se voyaient administrer des injections mystérieuses qui arrêtaient soudainement leur menstruation. Certains professionnels de la santé ont suggéré que les injections mystérieuses administrées aux femmes ouïghours contenaient du Depo-Provera, une forme de contraception par injection parfois utilisée dans le cadre d'une thérapie hormonale ménopausique. Les démentis énergiques du Parti communiste chinois furent à nouveau mis en doute lorsqu'un médecin ouïghour exilé non seulement affirma que les histoires de stérilisation forcée étaient vraies, mais que la politique était en vigueur sous une forme ou une autre depuis le milieu des années 1980.
Le même médecin, qui souhaitait rester anonyme pour sa sécurité en tant que réfugié au Pakistan voisin, aurait présenté aux journalistes un dispositif intra-utérin ou DIU qu'il aurait extrait chirurgicalement d'une réfugiée ouïghour au Pakistan. On avait dit à la réfugiée que l'opération visait à enlever un appendice infecté et elle n'avait aucune idée qu'on lui avait implanté un puissant contraceptif. En 2018, un ancien détenu nommé Kazim Ram donna une interview à NPR dans laquelle il décrivit la vie quotidienne dans l'un des camps. En plus de vivre dans des espaces restreints, les détenus devaient chanter des chansons louant le dirigeant chinois Xi Jinping avant de pouvoir manger. Kassim affirma également que les détenus recevaient des leçons intitulées « 126 mensonges », où la religion était décrite comme un poison social devant être éradiqué à tout prix. « On nous disait que la religion est de l'opium, que la religion est mauvaise, vous ne devez croire en aucune religion, vous devez croire au Parti communiste », dit Kassim, et se souvenant qu'on lui disait « Seul le Parti communiste peut vous conduire à un avenir radieux ». Les détenus étaient également obligés de travailler comme une forme de réhabilitation, les fonctionnaires chinois affirmant que le travail acharné favorise l'esprit communautaire et une appréciation de la doctrine du Parti communiste. Les critiques ont affirmé que le système rappelle les goulags soviétiques et que le travail forcé des prisonniers politiques musulmans est présent dans tous les secteurs de l'industrie du coton en Chine. Un ancien détenu nommé Tahir Hamout affirme que les prisonniers ouïghours sont obligés de réaliser toutes sortes de travaux forcés, y compris la récolte de coton et la fabrication de briques. Tout le monde est obligé de faire toutes sortes de travaux durs où ils subiront une punition, dit-il. Quiconque ne peut pas accomplir ces tâches sera battu. On pense que plus de 1 demi-million de Ouïghours ont été forcés de récolter du coton à la main au Xinjiang et, selon le Business and Human Rights Resource Center du Royaume-Uni, une grande partie de ce coton est parvenue dans les chaînes d'approvisionnement occidentales entre 2016 et 2020. Des entreprises telles que Zara, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Adidas, Amazon, Apple, BMW, Gap, H&M, Nike, North Face, Puma, Samsung et Uniqlo furent découvertes en utilisant du coton provenant de camps de travail forcés ouïghours. Certaines de ces entreprises se sont par la suite excusées auprès des consommateurs et ont promis d'examiner correctement leur chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que cela ne se reproduise pas. Certaines entreprises ont également rapporté que le gouvernement chinois avait tenté de les pousser à nier le mauvais traitement des Ouïghours, et lorsqu'elles ont refusé, leurs produits n'étaient plus les bienvenus en République populaire de Chine. Lors d'une interview avec Andrew Marr de la BBC, qui eut lieu en juillet 2020, l'ambassadeur chinois au Royaume-Uni fut confronté à des images d'hommes rasés et enchaînés conduits vers et depuis une série de trains. Liu Xiaoming répondit en disant qu'il n'avait aucune idée d'où provenaient les images. Marr dit alors à Liu qu'elles avaient été prises par un drone survolant la province du Xinjiang, à quoi Liu répondit par la phrase déconcertante « Le Xinjiang est un endroit très beau ». Quelques mois plus tard, le porte-parole ministériel chinois Zhao Lijian répéta un étrange mantra devant un groupe de journalistes occidentaux. « La Chine n'a pas de génocide. La Chine n'a pas de génocide. La Chine n'a pas de génocide », dit-il, ajoutant que les affirmations contraires étaient « le mensonge du siècle ». Le même sentiment fut répété par un petit nombre de médias de gauche aux États-Unis, dont Grayzone, qui publia un article en février 2021 intitulé « Les accusations de génocide en Chine reposent sur l'abus de données et des affirmations infondées de l'extrême droite ». À l'autre extrémité du spectre, l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton affirma une fois que l'ancien président Trump appelait les camps d'internement du Xinjiang « la chose à faire ». Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'ampleur du nettoyage ethnique allemand devint apparente, le monde se leva et promit plus jamais. Mais maintenant, moins de 100 ans plus tard, quelque chose de très similaire se produit à l'autre bout du globe, et à l'horreur de nombreux observateurs, ceux qui placent la justice et la liberté avant tout semblent heureux de fermer les yeux. Si les camps d'internement du Xinjiang constituent un génocide, un ethnocide ou simplement une monstrueuse violation des droits humains fondamentaux, seul le temps le dira. Mais tant qu'ils restent debout, tant que des millions de musulmans de l'Extrême-Orient sont tués, stérilisés et forcés à l'esclavage, la promesse de plus jamais sonne bien creux, en effet.